Et c'est à la fin de ma présentation que le professeur d'anglais me dit « Mais est-ce que tu as pu écouter le bruit de ce silence ?» Alors, le nom de famille Agbetoro signifie la parole de l'homme ou le pouvoir de la parole. Oui, je dis, vous pouvez manquer de tout, mais ne manquez pas de moi. Le bonheur que tu cherches et dont tu passes le temps à chercher, d'accord? Tu ne le trouves pas parce que tu penses qu'il est ailleurs. Et je vous dis, parfois, les raccourcis sont plus longs que les chemins principaux. La vie adore les gens qui paniquent. C'est-à-dire, quand tu paniques trop, la vie t'aime. Elle t'envoie des événements qui te font paniquer vite. Et il me dit, le droit au Togo, impossible, tu vas échouer. Regardez le décalage. Premier au baccalauréat de la ville de Bassam, troisième national, primé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, passé au journal télévisé, apprécié par les caméras, mais qui en quelques secondes change sa destinée parce que quelqu'un lui dit qu'il ne peut pas le faire. Salut, je suis Luc Agbetoro, je suis juriste de droit privé, je suis consultant formateur et coach professionnel en développement personnel et leadership. Je suis aussi chef d'entreprise et enseignant dans les universités privées du Togo. Je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir celui qu'on appelle le coach des coachs. Celui qui a su motiver toute une superficie de plus de 56 600 km². Et celui qui a su aider beaucoup de jeunes aujourd'hui à se retrouver, à s'orienter, à travailler sur leur dynamisme, sur leur passion, sur leur talent. Je recevais aujourd'hui M. Luc Agbetoro. Bonjour Luc. Bonjour les filles, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Mais c'est un plaisir partagé, tu ne peux pas savoir à quel point. Merci beaucoup. Déjà, merci pour toute l'inspiration que tu nous donnes. Merci. La motivation et tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de gens aussi sont prêts à découvrir qui est Luc et ont hâte en fait de savoir qui tu es exactement, parce que c'est vrai que sur les réseaux on entend tout le temps Luc Agbetoro, mais en fait qui est Luc Agbetoro? Merci beaucoup. Comme je le disais, c'est d'abord pour moi un honneur, mais aussi un bonheur d'être avec toi. Merci. Par rapport à ce que tu dégages aussi en termes de personnalité, et du travail bien fait. C'est un modèle aussi pour la jeunesse et c'est ce que nous essayons de transmettre. Oh, c'est touché. Voilà. Et c'est sincère en plus. Merci. C'est sincère. Alors, Luc Agbetoro, c'est un jeune Togolais, issu d'une famille de 8 enfants, même père, même mère, donc 6 frères et 2 sœurs. Je suis le 5e garçon, le 5e de la famille, disons. Et Luc est né en Côte d'Ivoire. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Certains peuvent le percevoir à travers l'accent, que j'ai du mal à perdre. Je suis né en Côte d'Ivoire avec toute la famille. Nous sommes tous nés là-bas. Donc nous avons le sang togolais, mais nous sommes liés par le sol ivoirien. Voilà, donc une double culture en quelque sorte. Voilà. Alors, le nom de famille Agbetoro signifie la parole de l'homme ou le pouvoir de la parole. Et ça, je l'ai découvert en classe terminale lorsque je faisais un exposé. Et que pendant l'exposé, toute la classe était silencieuse. Je ne comprenais pas pourquoi. Le professeur d'anglais était impressionné, alors que moi-même, j'avais peur de parler en public. Je voulais juste retourner dans mon banc. Et c'est à la fin de ma présentation que le professeur d'anglais me dit « Mais est-ce que tu as entendu, tu as pu écouter le bruit de ce silence ?» J'ai dit « Mais c'est encore quoi le bruit du silence? Est-ce que le silence peut faire du bruit ?» Et mon meilleur ami de classe, un Burkinabé, Mamadou, qui est à la récréation, me tient par la main et dit « Luc, viens, quelque chose à te dire. » Il ne parle jamais. C'est la première fois pour lui de parler avec autant de sincérité. Et je vous dis, faites attention à ceux qui ne parlent pas souvent. Parce que le jour où il décide de parler, c'est des choses sincères qui sortent. Et il me dit, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu autant d'aura dans la prise de parole. Et je pense que ton métier, ce sera dans la communication. En classe de terminale, année 98-99. Donc c'est là que je découvrais le sens de mon nom. Parce que j'ai été à la maison, j'ai expliqué la scène à mon père. Et il m'a dit, mais est-ce que tu sais le sens d'Agbetoro? Ça signifie la parole de l'homme ou le pouvoir de la parole. Et depuis lors, j'ai commencé à respecter les mots, j'ai commencé à respecter les phrases. Wow. Voilà. C'est magnifique ça. Voilà. Donc c'est toute l'histoire qui est venue et l'homme derrière aujourd'hui, le personnage du coach que nous connaissons en fait, a commencé depuis les bancs en réalité. Bien sûr.
Depuis les bancs, parce qu'en réalité, j'avais une très, très piètre image de moi-même. Oui. Bien sûr. Ça, les gens ne le savent pas. J'étais très brillant à l'école, que sur les copies. Mais tu n'avais pas un peu le syndrome de l'imposteur? Ça, je ne savais pas ce que c'était au départ. Et bon, vous savez, c'est pour ça que j'insiste sur la découverte de soi, l'importance de la découverte de soi. Parce que moi-même, je me regardais avec un regard négatif, pendant que des amis de classe me regardaient avec un regard positif. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, est-ce que c'est parce que je suis premier de classe? Est-ce que c'est parce que je suis bon en anglais? Est-ce parce que je suis bon en philosophie, ainsi de suite? Mais je me détestais moi-même parce que je n'avais aucune personnalité. Et puis, j'étais timide. Quand je parlais en public, je pleurais. Ah oui. Et les gens se disaient, mais comment le premier de classe peut parler et pleurer? Alors que nous, on l'admire. Le dernier de classe, il parle avec autant d'aisance, avec autant de joie de s'exprimer, pendant que moi, j'étais impressionné par le regard des gens. Et c'est là que commence mon histoire, parce que je voulais changer quelque chose dans la personne que j'étais, parce que je me détestais moi-même, et j'ai décidé d'aller à la découverte de ma personne. Savoir pourquoi je réagis comme ça, alors que les gens m'aiment. Et beaucoup de gens se détestent pendant que le monde entier les adore. Vous voyez, on pense souvent qu'on n'est pas à la hauteur de l'humanité, mais en réalité, c'est faux. Et je dis qu'on le veuille ou non, on est toujours un modèle pour quelqu'un quelque part. Et apprenons donc à nous apprécier. Et c'est là que commence l'histoire de la découverte de soi, où je décide d'aller à la découverte de moi. Et par la grande surprise, j'arrive à l'université de Lomé. Bon, après le baccalauréat que j'ai eu avec mention très bien. Dans quelle année là? Là, c'est le bac 99. Ok. Bac 99. Et puis, j'étais le premier. J'ai fait mon baccalauréat au lycée moderne de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. J'étais le premier de la ville. Ok. J'étais le premier de la ville. Eh ben. Mais j'étais le dernier en termes de personnalité. C'est-à-dire, tous mes amis m'aimaient, m'appréciaient. En plus, au baccalauréat, j'ai tué, comme on le dit, en Côte d'Ivoire. Wow. Mais malgré cela, ça ne m'impressionnait pas moi-même. Parce que je sentais que j'étais vide au fond de moi. Voilà pourquoi j'insiste sur le besoin de combler ce vide-là. Les diplômes, c'est bon. Le parcours académique, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a une harmonie entre les diplômes que nous avons et ce que nous sommes en réalité? Moi, je savais que j'étais vide au fond de moi. Donc, il fallait aller à la découverte de moi pour mieux remplir ce vide-là, afin que je sois un homme équilibré. Vous voyez? Donc, Luc Agbetoro, c'est à la base une personne très timide, très réservée. Même approcher les femmes, les filles à l'école, c'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi. Et comment tu t'es construit ce charisme-là? Parce qu'apparemment, tu en as fait un sacerdoce depuis tout petit. Oui. Aujourd'hui, tu vois un peu les résultats. Mais comment ce parcours s'est fait? Progressivement, comment? Alors, mon expérience m'a fait comprendre que la plupart des personnes réservées à la base, timides à la base, quand elles commencent par s'exprimer, à éclore, elles sont charismatiques naturellement. Ok. Parce que c'est des personnes qui parlent avec tout leur être, avec toute leur histoire. Je n'ai pas cherché à être, comme les gens le disent, charismatique ou bien avoir de l'impact sur les gens. Non, c'est naturel. Ok. Et moi, je ne sais pas à quel moment ça se produit, c'est les autres qui le disent. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a aussi, au-delà du fait d'être vrai avec soi-même, il y a la dimension spirituelle, la relation avec Dieu. Nous avons grandi dans une famille très attachée à la religion. Je ne vous dis pas que mon frère aîné est un prêtre. Ah. Et que nous sommes nés le même jour, nous fêtons notre anniversaire le même jour, un 18 octobre. Même père, même mère. Même père, même mère. Ah, ça. Et c'est un grand conférencier dans le domaine spirituel. Ah oui. C'est un prêtre, c'est un moine. Il est dans quel pays? Il est en France, mais il vient régulièrement au Togo pour des conférences lorsqu'il est invité par le renouveau charismatique. Mais comment la daronne a fait pour remettre sur pied le même jour de naissance? C'est rare, ça. C'est ça tout le mystère. C'est ça tout le mystère. Et je vous assure, il y a une certaine connexion entre lui et moi. J'ai l'impression qu'on a à peu près la même destinée. Mais lui dans le monde spirituel et moi dans le monde classique. Ok. Voilà, dans le monde classique. Donc, la découverte de moi a commencé justement dans mon parcours académique, lorsque je découvrais que ce que je faisais intéressait les uns et les autres, alors que moi-même, ça ne me plaisait pas du tout. Et ensuite, lorsque je regarde un peu le côté familial, le cocon familial, qui a été un cocon très spirituel, j'ai compris qu'une partie de mon histoire aussi a été bâtie par ça. L'envie d'être parfait. Parfait dans tout ce qu'on fait. Mais quand on est dans une fratrie de 8, c'est normal de se sentir vide? Oui, c'est normal de se sentir vide parce que on est seul.
Et lorsqu'on est dans sa chambre le soir, on se parle à soi-même. Beaucoup de gens sont entourés mais sont seuls. Il arrive des moments où vous parlez avec votre propre conscience et vous savez qui vous êtes. Voilà pourquoi on peut tromper tout le monde. On ne peut pas se tromper soi-même. Moi, je savais ce que les gens voyaient, c'était qu'une partie visible. La partie visible de l'iceberg, c'était ça le beau que les gens voyaient. Mais la partie cachée sous l'eau, la grande partie cachée sous l'eau était vide. Et j'avais l'obligation et l'obligeance de remplir vite cette partie avant que les gens ne la découvrent. D'où le travail qui a commencé très tôt avec l'aide des amis, des frères, ainsi de suite. Donc d'où mon frère aîné qui a eu beaucoup d'impact sur ma personne. Qui a eu de l'impact sur ta personne. Beaucoup d'impact sur ma personne. Et après Grand Bassam, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors après Grand Bassam, vous savez, nos pères sont très conservateurs. Mon père n'a jamais voulu la nationalité ivoirienne parce qu'il estime qu'il est togolais. Et même s'il fait 1000 ans en Côte d'Ivoire, il reste toujours togolais. Et donc, nous avons dû rentrer au pays. Et chaque frère et sœur qui avait le bac devait rentrer au pays pour poursuivre les études. Parce que les frais de scolarité étaient un peu élevés en ces temps pour les étrangers. Et donc, juste après le bac, il fallait rentrer. Je rentre au pays et puis je vais m'inscrire à la faculté de droit. Vous savez, à la base, je suis du signe balance. C'est-à-dire, nous aimons ce qui est justice. D'accord. Ça, je le découvre avec le temps. Ok. Nous aimons ce qui est justice. Et je n'aimais pas qu'on triche les gens autour de moi. Et la seule filière pour moi qui pouvait me permettre de m'exprimer et de me permettre d'être en harmonie avec moi, c'était le droit. Ok. D'où mon envie de faire le droit. Mais arrivé au Togo, je m'informe sur la faculté de droit, sur les taux de réussite. On est en quelle année, là, 2000? Là, en 2000. Ok. En 2000. Je suis rentré à l'université le 10 janvier 2000. Et avant d'entrer à l'université, je rencontre un ami de mon frère, le prêtre. Il a un ami philosophe dans le quartier, l'un des rares étudiants du quartier. Donc je vais le voir pour prendre conseil. Je lui dis, mais grand frère, voilà, je viens d'avoir le baccalauréat, vous êtes l'ami à mon frère. Quel conseil vous me donnez? Je veux faire le droit. Ok. Et il me dit, le droit, au Togo, impossible, tu vas échouer. Bon, vous voyez un peu, à la base, j'avais pas confiance en moi. Je tombe sur quelqu'un qui m'enfonce encore et qui me dit, je ne suis pas capable de faire le droit. Rajoute du venin. Il rajoute du venin. Et c'est pour ça que j'insiste sur le besoin d'avoir très vite de la personnalité, parce que des gens peuvent facilement vous influencer si vous n'avez pas de personnalité. Comme je croyais très peu en moi et que j'étais en face d'un aîné qui était très sûr de lui, tout ce qu'il me disait était comme une parole d'évangile. Et je me suis dit à moi-même que je ne pouvais pas faire le droit. Parce qu'il m'a dit, en droit, c'était difficile, tout le monde échouait, il y avait très peu de réussite. Vous savez ce que j'ai fait? Non, vas-y. Je suis allé m'inscrire au secrétariat de direction. Regardez le décalage. Premier au baccalauréat. Oui. De la ville de Bassam. Oui. Troisième national. Primé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Passé au journal télévisé. Apprécié par les caméras. Mais qui en quelques secondes change sa destinée parce que quelqu'un lui dit qu'il ne peut pas le faire. Donc je vais m'inscrire à la faculté, je vais m'inscrire au secrétariat de direction, ESSD, l'école de secrétariat de direction. Et je me retrouve dans un environnement qui n'est pas mien. J'entends des bruits de dactylo, je me dis, mais c'est quoi? Et entouré que de femmes, que de dames. Je me dis, mais Luc, c'est ce que tu veux faire de ta vie? Je vous assure, j'ai fait environ 1 mois et demi, 2 mois là-bas, avant de me dire, non, c'est pas possible. Mais en fait, au moins, tu as duré 2 mois, tu vois ce que je veux dire. T'as pas... Moi, je suis parti la première semaine. Oui, mais quand tu as confiance en toi, peut-être en ce moment, ton degré de confiance en toi était plus fort que le mien. Moi, j'ai suivi un aîné qui m'a dit que je ne pouvais pas. Je pensais que je ne pouvais pas. Voilà pourquoi je ne vais jamais oublier mon oncle qui disait, paix à son âme, celui qui craint la mort meurt déjà de ce qu'il craint. C'est-à-dire, le simple fait d'avoir peur de quelque chose t'anéantit au fond de toi. Et comme j'avais déjà peur d'échouer, parce que ayant réussi au baccalauréat avec mention, je me dis, mais je ne veux pas venir au Togo échouer. Donc du coup, je vais aller dans un environnement un peu plus facile, entre griffes, réussir, avoir aussi une bourse et évoluer. Vous voyez un peu? Oui. Donc je n'avais pas le même niveau de personnalité. J'étais une personne très fermée. À la base, je jouais beaucoup au foot. Je jouais beaucoup au Scrabble, j'étais champion national
de Scrabble. Bravo. Oui. Et j'étais vice-champion, et j'étais 2 fois champion universitaire de Scrabble. C'était là où je me cachais. Ma personnalité se cachait dans les jeux de Scrabble, jeux de dames et le football. Mais en dehors de ça, je n'avais rien. Sur la vie, je ne savais rien du tout. Sur les femmes, je ne savais rien du tout. Sur les relations d'amitié, je ne savais rien du tout. Donc j'étais un peu perdu dans un environnement où il fallait trouver son chemin. Et voilà, mon chemin m'a mené au secrétariat de direction. Et juste après cette déception, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passe à la faculté de droit. Juste par curiosité. Un beau jour, après le cours, je vais en amphi, c'est un amphi 500 je crois, ou amphi 1000, je ne sais plus comment on l'appelle. Et je vois une foule d'étudiants, parce que j'aime le public au fait. Okay. J'ai découvert que j'aimais le public. Okay. Quand je vois le monde, je dis waouh, c'est impressionnant. Je vois la salle, je dis mais waouh, c'est pas une salle de classe. Voilà ce qu'on appelle l'université, voilà ce que je cherchais au fait. Et je tombe sur un professeur de droit qui parle du droit de la famille. J'ai dit voilà ce que je veux. Il parle de fiançailles, des promesses de mariage, il parle du privilège qu'on a d'être juriste. J'ai dit mais voilà ce que je cherche, voilà mon monde au fait. Et c'est là que j'ai quitté le secrétariat de direction pour aller continuer la même année. Hein. La chance que nous avions, c'est que tu pouvais commencer les études et après t'inscrire. Donc tu peux commencer une faculté sans t'inscrire, oui. Et puis après tu t'inscris. Sur le campus. Sur le campus, c'est ça, voilà. Oui. Donc c'est là que j'ai découvert que mon monde c'était la faculté de droit. Tu as adoré? J'ai adoré la première séance. J'ai vu des gens sûrs de confiants qui parlaient du droit, certains qui se prenaient déjà pour des avocats, des magistrats. J'ai dit mais ça promet. Mais pourquoi j'ai l'impression que les gens qui adorent le droit, qui font le droit, ils sont toujours dans une posture hautaine, assez suffisante. C'est pas méchant, hein? C'est juste une remarque. C'est une très belle remarque et vous n'avez pas dit faux. La plupart des personnes qui font le droit, en tout cas la grande majorité, pensent être arrivées. Parce que le droit, c'est une discipline qui accorde certains respects. C'est une discipline qui est noble en elle-même. C'est comme la médecine. Okay. Quand je dis que je fais la médecine, le regard change. Quand je dis que je fais, comment dirais-je, je fais l'architecture, on a l'impression qu'il y a des métiers nobles qui sont respectables et respectés par la société. Donc du coup, celui qui s'engage dans la formation est noble. Ok. Donc du coup, on se comporte comme des personnes nobles sans avoir la noblesse. Vous voyez? Oui. On se prend pour des gens plus importants, en griffe toujours, chacun avec sa manière de voir les choses. Et donc si vous voyez un étudiant en droit, vous avez l'impression qu'il est très sûr de lui, parce qu'il semble connaître la loi, il semble connaître les textes, et il semble être en sécurité vis-à-vis de la société. Vous voyez? Donc c'est une impression que les études en droit donnent. Mais au-delà du droit, moi je dis toujours, si on vous prend votre licence en droit, votre maîtrise, votre master, votre doctorat en droit, qu'est-ce qui vous reste? Puisque c'est ce que vous brandissez comme un trophée, comme une Ligue des champions. Si on vous prend votre licence, votre baccalauréat, votre BPC, votre CEPD, qu'est-ce qui reste à EFI? Il reste que l'homme, l'humain. Il reste que l'homme et l'humain. Maintenant, est-ce que cet humain, cet homme est impressionnant par lui-même, sans les artifices de diplôme? Ça dépend en fait de la recherche intérieure que vous avez fait, du travail que vous avez fait sur vous-même, je crois. Très bien. Et c'est là que la grandeur de l'homme commence. La grandeur de l'homme commence en dehors des artifices. Vous voyez? Et les artifices deviennent un bonus. Imaginez-vous quelqu'un qui est grand naturellement, qui est bon naturellement et qui est un haut diplômé. Vous découvrez à la fin que ce monsieur que vous admirez est un docteur en droit. C'est un avocat, c'est un magistrat. Vous ne l'avez jamais su, mais la qualité de la personne que vous aviez en face de vous, vous a révélé que ce monsieur, il est différent des autres. Donc du coup, pour moi, le droit nous donne un semblant de sécurité qu'on n'a pas encore, auquel on aspire. Et c'est un message que je voudrais adresser aussi à tous les étudiants en droit, de faire attention. L'humilité avant tout. Moi, j'ai connu des professeurs de droit qui n'avaient plus rien à prouver à l'humanité, mais qui étaient dans une forme d'humilité pas possible. Et je voudrais citer en passant, si vous le permettez, le doyen Anani Santos, l'ancien doyen de la faculté de droit, un grand homme. Un grand homme qui m'a reçu dans son bureau lorsque je postulais pour être président de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, l'AESEC, où j'ai été président national. Lorsque je postulais pour être président, en réalité, je voulais corriger ma personne. Oui.
Je voulais sortir de ma timidité. Je voudrais diriger des hommes pour voir si j'étais à la hauteur. Oui. Et lors de la campagne, parce que j'ai battu campagne arrivé à l'université, j'ai battu campagne pour être président de l'association. Et ma photo était un peu partout. Luc le timide, réservé, qui aimait se cacher, se doit de faire une campagne. Donc je fais une campagne à l'université avec ma photo un peu imprimée partout. Et tous mes amis de la faculté de droit me disent, mais tu es juriste, qu'est-ce que tu fais dans l'association des étudiants en sciences économiques? Je dis, mais non, c'est une association qui est ouverte à tout le monde, je voudrais juste aussi me découvrir. Et le doyen Ananis Santos m'appelle dans son bureau, il me dit, mais délégué, mais j'ai vu que tu as postulé, tu veux devenir président de l'association des étudiants en sciences économiques, mais tu as tout mon soutien. Tu sais, je t'encourage vivement. Bon, j'ai fait la jeune chambre. Parfois, mes collègues me demandent, mais d'où vient ce tact, cette capacité à diriger des hommes, tout ça? Je leur dis, mais c'est pas le droit qui me l'a donné, c'est la vie associative. Et c'est là que le doyen Santos me disait que j'avais tout son soutien en tant que futur président de l'AESEC. Si j'avais besoin de lui à tout moment pour des conseils, il pouvait m'assister. Voilà comment est-ce que notre chemin rencontre le chemin des grands. Et au fil des temps, j'ai fini par faire une conclusion que notre vie dépend des personnes qu'on rencontre sur le chemin. Bien sûr. Nous sommes la somme de nos expériences passées. Bien sûr. Et la somme des personnes que nous rencontrons sur le chemin. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens effacés, mais très denses. Et je voudrais être effacé, mais dense aussi. Mais je sais que le chemin n'est pas facile, mais l'humilité, c'est la clé du succès. Plus vous êtes bon, plus vous avez intérêt à être humble. Plus vous êtes bon, plus vous avez intérêt à être humble. Oui. Mais ça me rappelle un peu l'effet de Dunning-Kruger. Je ne sais pas si tu connais, c'est une théorie qui dit en fait que plus vous évoluez dans une compétence, plus vous croyez en savoir un peu trop sur la compétence-là. Mais justement, vous êtes au summum de la stupidité parce que vous êtes à un niveau où vous croyez connaître, mais vous n'êtes qu'au début en fait de la connaissance en fait dans ce domaine. C'est clair. Et un philosophe l'a si bien dit. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que d'autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait rien. Ça voudrait dire que ce qu'il sait, la somme de ce qu'il sait, comparé à ce qu'il doit savoir, il n'y a pas match. Tandis que d'autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Donc, si vous pensez que vous ne savez pas, cela va vous pousser à l'humilité et à la recherche de l'information. Dès que vous dites que je suis bon, je suis trop bon, alors vous commencez à être limité dans la connaissance et dans la croissance. Voilà. Donc, c'est pour ça que lorsque vous grandissez en compétences, en visibilité, en notoriété, vous devez travailler votre humilité. Parce que ça monte très vite à la tête. C'est impressionnant parce que je retiens en fait que les jeunes étudiants négligent la vie associative. Et moi, j'ai longtemps négligé la vie associative. Il a fallu que c'est à partir peut-être de mes 25 ans que j'ai commencé à réaliser le fruit que tu peux avoir en sortant en fait de quelques années de vie associative, comment ça peut t'aider à diriger une entreprise dans le futur. Bien sûr. Et au début, je ne réalisais pas en fait tout ça. Je pensais que c'était juste qu'une perte de temps, etc. Mais c'est une véritable machine à créer des leaders de demain. Bien sûr. Bien sûr. Moi, toute ma vie, en grande partie, a été forgée par la vie associative. Et à l'occurrence, en grande partie par l'AESEC. La plus grande association des étudiants au monde, que je salue au passage. D'accord. Parce que j'ai été moulé par l'association. J'ai fait le droit, mais aujourd'hui, je suis consultant formateur. C'est vrai que j'enseigne le droit dans certaines universités privées, mais la grande partie du métier que je fais aujourd'hui, c'est au sein de l'association. J'ai appris à former au sein de l'association. J'allais à des conférences au niveau régional, au niveau international. Je voyais des jeunes parler en public, impressionnés, discuter avec des partenaires. Je dis, mais comment ce jeune de 21 ans a autant de charisme, autant de qualité? J'ai été à une conférence en Asie du Sud-Est sur une île, le Sri Lanka. Mais à la conférence des présidents de l'AESEC, c'est fou. Vous voyez le jeune sud-africain, le jeune japonais, le jeune chinois, le jeune coréen, le jeune ghanéen. Vous dites, mais où est ma place? J'étais pratiquement le plus âgé. J'étais pratiquement le plus âgé. Mais physiquement, comme vous voyez, vous ne savez pas. Ok. Alors, je pensais que je savais beaucoup de choses, mais arrivé là-bas, dans le monde international, j'ai compris que j'avais encore du pain sur la planche. Est-ce que ça a un rapport aussi avec, en milieu entrepreneurial, hein, oui, avec la force d'un bon pitch? Lorsque vous avez cette faculté à bien vous exprimer, à bien parler, est-ce que ça peut aider en
en milieu entrepreneurial à décrocher des marchés lorsque vous maîtrisez justement l'art du pitch? Oui, je dis, vous pouvez manquer de tout, mais ne manquez pas de mots. Vous pouvez manquer de tout dans votre vie. Manquer d'argent, manquer d'amis, manquer de relations, mais ne manquez pas de mots. Parce que la puissance des mots peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Par les mots, on peut avoir une femme. Par les mots, on peut décrocher un emploi. Par les mots, on peut régler un conflit. Par les mots, on peut soulager des cœurs. Donc, pour un entrepreneur qui sait s'exprimer, mais il devient encore 2 fois plus impressionnant. Déjà, il est le produit et le vendeur du produit. Parce que n'oubliez pas que l'entrepreneur, c'est d'abord son image. C'est l'image de l'entrepreneur qui attire et qui fait garder le client. Parce que le produit, il est là. Mais si l'entrepreneur a une sale image, excusez-moi du terme, si l'entrepreneur ne sait pas s'exprimer, ne sait pas vendre ses produits, il aura du mal à évoluer. Donc, la capacité à faire des pitchs, c'est un must pour un entrepreneur. Savoir vendre. Parce que c'est dommage d'avoir une belle idée d'entreprise. Oui. Un bon projet d'entreprise et d'être incapable de le vendre. On vous donne 10 secondes, 15 secondes, 30 minutes pour parler de votre projet. Vous êtes incapable de placer les mots où il faut. Et quand il le faut, vous ratez des millions, vous ratez des opportunités. Et il y a même des jeunes qui ne sont pas entrepreneurs, juste à travers des pitchs, ils ont eu des opportunités d'emploi, ou d'autres des propositions pour être partenaires dans une entreprise où ils allaient être les mieux placés pour présenter le produit. Donc, savoir parler en public, c'est une dimension transversale à tous les domaines. Que ce soit un entrepreneur, que ce soit un pasteur. Regardez comment le pasteur parle. Quand le pasteur parle, le fidèle sort son argent sans s'en rendre compte. C'est arrivé à la maison qu'il se rend compte qu'il vient de donner son dernier billet de 10 000 francs. Parce que savoir s'exprimer, c'est très important. Et moi, je l'ai appris. J'ai appris à m'exprimer dans la vie associative. Voilà pourquoi je voudrais inviter tous les jeunes qui ne font que faire des études. C'est une erreur très grave. On fait les études, mais à côté des études, il faut la vie associative. Pour passer à la pratique. Passer à la pratique, parce que la vie associative, c'est le pont entre le monde académique et le monde professionnel. Imaginez-vous quelqu'un qui veut traverser une rive, qui veut traverser un fleuve, sur lequel il n'y a pas de pont. Il se casse la figure. Bien sûr, oui. Et beaucoup de jeunes, après leur diplôme, sont rentrés en entreprise. Dès le premier stage, ils ont juré de ne plus jamais travailler pour quelqu'un. Parce que la pression, ils ne supportent pas. Les critiques, ils ne supportent pas. Nous, dans la vie associative, vous présentez un rapport d'activité à l'Assemblée nationale, mais on vous sort des remarques pas possibles. Si vous n'avez pas le mindset, vous n'avez pas le mental, vous démissionnez. Et c'est là que se forgent les choses. Voilà pourquoi j'insiste sur le mental. Un jeune qui veut réussir, qui veut se développer, doit travailler son mental. Et le mental, ça tient en compte la pensée. Comment je pense, ce que je pense de moi déjà. Ça prend en compte une dimension émotionnelle. Le mental, quand je ne sais pas gérer mes émotions, c'est difficile pour moi d'évoluer en entreprise. Et je dis, les plus grands guerriers, ce sont ceux qui ont pu dompter leurs émotions. Oui. Les plus grands guerriers. Ça prend en compte aussi la résilience, la capacité à résister au choc de la vie. Et dans la vie associative, vous apprenez cela. C'est comme l'histoire d'un jeune qui va aux élections 5 fois de suite, qui n'a jamais gagné les élections. Mais il était bien avec tout le monde. La veille, il a acheté à boire à tout le monde, à manger à tout le monde, il était sûr qu'on allait voter pour lui. Et au moment du dépouillement, il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule voix. Et il se dit, mais quelle trahison. Et fille, tu n'as pas voté pour moi? Jacques, tu n'as pas voté pour moi? Hier, on a mangé ensemble. Comment c'est possible? Et il quitte l'association avec beaucoup d'amertume en découvrant ce que c'est que l'homme en réalité. Et pourquoi on n'a pas voté pour lui, du coup? Parce que les gens savent qui il est, c'est un faux. Quand vous êtes un faux, les gens le savent, ils ne vous le diront pas, ils souriront en face de vous. Mais au moment de choisir la bonne personne, ils savent qui est bon. Même celui qui vous insulte, il sait que vous avez un bon cœur. S'il devait choisir, il allait vous choisir. Ouais. Mais il préférerait le faire dans l'anonymat. Voilà pourquoi les qualités humaines vont vous protéger de beaucoup de choses. Peut-être que vous pensez que les gens vous détestent. Mais après, vous serez surpris de découvrir que les stagiaires que vous avez eus, qui ont toujours dit que le boss est dur, il est difficile, 10 ans après, ils disent, mais patron, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Non, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais bien sûr. Mais sur le champ, on ne peut pas vous le dire.
De la même manière qu'on a du mal à dire à nos parents, je t'aime. Papa, je t'aime, maman, je t'aime. C'est dur de le dire. C'est parallèle, quoi. C'est parallèle. Vous voyez? Donc, c'est lorsque les gens se détachent de vous qu'ils découvrent l'apport que vous avez fait dans leur vie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, moi, je voudrais vraiment inviter les uns et les autres à travailler leur personne. Et moi, c'est à la quête, de cette chose, cette dimension que je suis depuis. Mais vous n'êtes plus dans le droit? Je suis dans le droit, puisque on est juriste à vie. Ok. On est juriste à vie, j'enseigne aussi le droit. Ok. J'enseigne le Sur droit. le campus? Non, pas sur le campus, dans les universités privées. Ok, ok. J'enseigne le droit des contrats, j'ai enseigné l'introduction au droit, j'ai fait le droit du travail, ainsi de suite. Mais ça, c'est un bonus de la vie. Ok, donc le côté coach. Oui. Coach en quoi déjà? En développement personnel et professionnel. Et en prise de la parole en public aussi? Oui, puisque le développement personnel, c'est la dimension la plus large qui va englober la prise de parole en public, l'estime de soi, la confiance en soi, le leadership, la motivation, ainsi de suite. Donc quand on dit développement personnel, c'est toute la dimension humaine. Et je suis plus spécialisé aujourd'hui dans l'art oratoire, la prise de parole en public, pour être en harmonie avec mon nom. Albitoho, le pouvoir de la parole ou la parole de l'homme. Vous voyez un peu? Pour moi, en transmettant mes connaissances, mes compétences dans la prise de parole en public, je suis dans ma mission de vie. Ok. Voilà pourquoi la découverte de soi te permet d'aller à la découverte de ta mission de vie, et cela te permet d'être en harmonie avec toi-même. Est-ce que c'est pas en rapport avec aussi l'ikigai? C'est un concept japonais où il faut en fait, à travers une sorte de triangle en fait, de chaque côté, il faudrait faire la fusion entre ce pourquoi les gens vous payent, ce que vous-même vous aimez, et ce en quoi vous êtes bon. Et au milieu de tout ça, lorsque vous faites votre ikigai, vous pouvez maintenant générer au centre ce que vous pouvez faire concrètement pour être en harmonie avec votre propre vie. C'est clair. C'est clair. C'est pratiquement la même dimension. Parce que ça ne sert à rien de vivre sans savoir la raison pour laquelle on vit. Et beaucoup de personnes, excusez-moi, finiront malheureuses. Parce que certains vivent leur bonheur à leur insu. À leur insu. Oui, on peut vivre son bonheur à son insu. C'est-à-dire quand on n'est pas dans la découverte de soi, quand on ne sait pas qui on est, on peut vivre le bonheur sans savoir que c'est le bonheur dont j'ai besoin pour réussir. Il y a des personnes qui sont heureuses, elles pensent qu'elles sont malheureuses. Voilà pourquoi on dit que le véritable bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Okay. Mais c'est ceux qui ne se connaissent pas, qui n'arrivent pas à identifier le vrai bonheur dans lequel ils sont. Hier, j'écrivais sur ma page WhatsApp, j'écrivais ceci. Je dis, le bonheur que tu cherches et dont tu passes le temps à chercher, d'accord? Oui. Tu ne le trouves pas parce que tu penses qu'il est ailleurs. Alors qu'en réalité, ce que tu vis au présent, c'est l'autre face cachée du bonheur. C'est-à-dire, parfois, on vit quelque chose, on estime que ce n'est pas le bonheur. Et que le bonheur, il viendra demain. Alors que demain devient aujourd'hui dans quelques heures, et on répète les mêmes erreurs. Je vous assure, on est plus heureux, on est censé être plus heureux qu'on ne l'est. En Iran, ça tire. Bien sûr. En Israël, ça tire. Les gens n'ont même pas le temps de penser podcast. Bien sûr. Ils n'ont pas le temps de penser manger 3 fois par jour. Leur seule pensée, c'est fuir. Lorsque vous avez la chance d'avoir un endroit où poser la tête paisiblement, c'est le bonheur. Et moi, je dis, l'endroit le plus heureux au monde, c'est le lit. Parce que c'est en ce moment que vous vous retrouvez avec vous-même. Et donc, dans ma quête de ma personne, j'ai découvert qu'en réalité, vivre était une fête. Au-delà des défis, les défis du quotidien sont des distractions qui nous empêchent d'apprécier la beauté de la vie. Les factures à payer, les maladies à régler, les amis à aider, ainsi de suite. Le stress du quotidien nous éloigne de la beauté de la vie. Donc, si nous ne prenons pas le temps de faire un déplacement d'accent, un retour sur nos origines, on va passer notre vie à résoudre que des problèmes.
Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là quand, je ne sais pas comment le décrire, quand tu as des heures, en fait, ou peut-être des heures de bureau, tu es censé être quelque part comme tu l'es, à l'accoutumée, à cet endroit-là, et peut-être par problème de maladie, qui est arrivé une seule fois ou deux fois, ou bien un imprévu qui a fait que tu t'es décalé de cet endroit où tu es censé être chaque heure à cette même date-là. Tu prends le temps, en fait, de voir comment les choses avancent, les choses fonctionnent, pendant que toi, d'habitude, tu es dans ton bureau à cette heure-là. Tu vois un peu comment l'environnement évolue, en fait, comment les choses sont, comme si tu ne faisais pas partie vraiment de ce monde-là. Bien sûr. Et un exemple très banal déjà même, pour pouvoir illustrer ça. Quand tu es au lycée ou au primaire, on te dépose le matin à l'école, ou bien tu vas le matin à l'école toi-même, tu rentres dans l'après-midi, et un jour tu es malade. Pendant que tout le monde est à l'école, soit tu es à la maison, ou bien tu vas à l'hôpital. Cet environnement que tu n'as pas toujours eu l'occasion de découvrir, tu vois en fait que ta journée est différente. Ta journée est différente. Ça rentre dans un sentiment un peu où tu te demandes à quoi rime en fait ce que tu faisais chaque jour. Voilà. Où tu sors un peu d'un aspect métaphysique en fait. Je ne sais pas, tu vois un peu ce que je comprends. C'est tellement magnifique. C'est magnifique. C'est tellement magnifique. Tu sais, je te dis pas, j'avais eu, il y a un véhicule, j'avais garé mon véhicule, un de ces 4, ça fait quelques années déjà, et j'ai été cogné par un taxi. La voiture était stationnée, j'achetais quelque chose, et j'ai entendu un bruit. Et quand je sors de la boutique, je me rends compte que c'est ma voiture qui a été tamponnée. Ok. Mais chose bizarre, j'avais l'impression de ne pas être concerné. Et puis je regardais la scène de loin. Je voyais les gens se disputer, les gens se chamailler, j'étais à côté. Le chauffeur même paniquait, il se demandait mais à qui appartient la voiture. Moi j'étais là comme si je ne suis pas concerné. Mais c'était beau de voir comment l'homme est capable de se détacher. Oui. Vous savez, le détachement c'est une puissance qui doit nous permettre aussi de voir le monde autrement. Se détacher de l'école, comme tu l'as dit. Quand tu es malade, tu es obligé de te détacher. Quand tu es un goumen, tu es obligé de te détacher. Effectivement. Oui. Quand tu perds ton boulot, tu es obligé de te détacher. Et j'ai compris une chose, c'est que parfois la vie nous oblige à nous détacher. Parce que si ça ne dépendait que de nous, on ne se détacherait jamais. La vie crée des conditions qui nous obligent à nous détacher et à se rendre compte au fait que ce que nous vivons maintenant, c'est bien mieux que ce qu'on pensait au fait. Oui. Parce qu'on a un autre regard sur la vie, on a un autre regard sur les relations d'amitié. Plus reconnaissant peut-être. Plus reconnaissant. Envers le souffle. Enfin, le souffle de vie. Les petites choses. Oui, le simple fait de rester dans son canapé. Moi, il m'est arrivé un jour, je devais aller au boulot, et puis je m'étais habillé, j'ai mis ma veste, ma cravate, tout ça. Et puis une idée m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mais et si je restais à la maison, regarder la télévision? Est-ce que ça ne serait pas beau? Alors que j'avais nettoyé la voiture, j'avais informé mes collègues que je viens, j'ai décidé de faire autrement, à compte courant. Donc je m'assois dans mon canapé, je tire ma cravate et je décide de rester à la maison. Mais c'était beau. C'était beau. Il était 6 heures du matin, j'ai commencé à regarder des films. Je dis, mais à cette heure, normalement, je suis au boulot stressé. C'est ça. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas être stressé. Et voilà ce que j'en fais, au fait. La journée était magnifique. Parce qu'elle relevait d'une décision personnelle. Quelqu'un m'a dit, un jour, Luc, comment ça va? Je n'allais pas trop bien. Et j'ai dit, pas trop bien. C'est ce qu'il m'a dit. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, et je l'ai gardé à vie, c'est à toi de mettre des couleurs dans ta vie. Et c'est le message que j'adresse à tous ceux qui nous suivent. C'est à vous de mettre des couleurs dans votre vie. Personne ne le fera à votre place. Si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, vous avez envie de rester dans votre canapé, vous avez le pouvoir de rester, restez. Savourez la vie. Vous avez envie d'aller visiter un ami pour 5 minutes, 10 minutes, allez-y, mangez du poulet. Avec des amis, on a fait du foufou à minuit. Un 24 décembre, c'était magnifique. Pour moi, minuit, c'est l'heure où je suis dans mon lit. Oui. Et quand ils me disent, non, on a organisé un truc, comme c'est la fin d'année, on va se voir à minuit, on va manger à 3 heures du matin, il y aura à boire, on a cité le nom des amis. J'ai dit, mais tiens, lui aussi il vient. Lui aussi il vient. Mais si ces gens-là, qui sont souvent trop structurés, oui, trop sérieux, décident de venir, qui suis-je moi pour refuser?
Et c'est l'une des plus belles soirées de ma vie. Parce qu'on ne voyait plus le temps passer. Je sais que tu as eu des moments dans ta vie, par exemple, bien sûr, où tu ne voyais plus le temps passer. C'était des moments tellement beaux que tu te dis, waouh! Oui. C'est ça. Il faut créer ces moments-là. Parce que la vie est trop stressante. La vie est trop stressante. Et quand je me rappelle les années... Hier j'ai un ami qui m'écrit, perdu de vue depuis près de 40 ans. Il m'écrit et il me dit, Luc, on te cherchait depuis. Nous avons créé un groupe WhatsApp. Il m'a appelé de l'extérieur. Et nous voulons t'ajouter, mais on n'a pas ton numéro. Il m'a écrit sur Facebook. Je me suis dit, très bien, voilà mon numéro. Et quand j'intègre le groupe, on nous sort notre photo de CM1. Mais c'est fou. CM1. Et je revois encore certains visages. Dès que je vois certains visages, il y a des noms qui me viennent automatiquement. C'est là que j'ai compris qu'on est plus intelligent qu'on ne le pense. Notre mémoire est puissante. J'avais des noms que je ne pouvais jamais oublier, alors que je ne les avais plus jamais prononcés pendant très longtemps. Donc je revois des noms. Et dans le groupe WhatsApp, c'est l'extase. On retrouve notre maître de CM1, qui est encore tout jeune, tout frais. C'est ce monsieur-là qui prenait la vie avec philosophie, qui nous donnait des conseils en dehors des cours. Et j'ai compris que la plupart des gens qui vont vivre longtemps sont des personnes qui ont un autre regard sur la vie. Ceux qui sont trop sérieux, ils ont du mal à s'en sortir. Voilà pourquoi je dis, soyez sérieux dans la vie, mais ne prenez pas la vie au sérieux. Soyez sérieux, ayez des disciplines, ayez de la discipline, des valeurs, des principes, mais ne prenez pas la vie au sérieux. Et effectivement, il y a des tas de personnes en fait qui font tout. Je crois que tu l'avais même abordé au début. Ouais. Je crois qui font tout, mais il y a quelqu'un qui vient avec aisance, tu vois, et qui facilement réussit ce que quelqu'un a fait avec beaucoup d'attention, mais qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas du tout. Qui n'y arrive pas. La vie a un drôle de sens de l'humour. Bien sûr. Quand vous savez lâcher prise, oui. Vous allez voir, parfois, vous cherchez quelque chose à la maison, vous ne trouvez pas la chose. Lorsque vous décidez de partir sans la chose, c'est là que vous la trouvez. Oui. Vous décidez, vous cherchez votre téléphone, vous ne le trouvez pas. Bien sûr, vous dites, bon, c'est pas grave, ce n'est que mon second téléphone. Et c'est en partant que votre regard croise votre téléphone qui est dans le canapé, quelque part dans le couloir. Mais le regard s'est posé là-dessus parce que vous avez lâché prise. C'est ça. Et un de nos professeurs nous disait quelque chose que je ne comprenais pas au départ, que je comprends aujourd'hui. Il disait, au fait, on regarde avec les yeux, mais on voit avec la conscience. Parce que tu me regardes, bien sûr, oui. Mais tu peux ne pas être là. Et parfois, on voit des objets avec nos yeux, mais notre conscience n'est pas présente pour capter l'objet. Donc, si je n'arrive pas à me dire, bon, ça, le baccalauréat, je l'ai fait 5 fois. Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles et félicitations pour ta nouvelle assistante. C'est ça. Et un de nos professeurs nous disait quelque chose que je ne comprenais pas au départ, que je comprends aujourd'hui. Il disait, au fait, on regarde avec les yeux, mais on voit avec la conscience. Parce que tu me regardes, bien sûr, oui. Mais tu peux ne pas être là. Et parfois, on voit des objets avec nos yeux, mais notre conscience n'est pas présente pour capter l'objet. Donc, si je n'arrive pas à me dire, bon, ça, le baccalauréat, je l'ai fait 5 fois. Coucou à tous ceux qui ont raté le baccalauréat. Je l'ai fait 5 fois. C'est pas la peine. Ma vie est fichue. Parfois, c'est quand vous dites ma vie est fichue, ce n'est plus la peine. Allez essayer la 6e fois, vous allez voir. J'ai un ami qui me disait que lui, il a eu le baccalauréat lorsqu'il a décidé de ne plus aller à l'école, d'aller étudier à Accra et de faire l'examen en candidat libre. La 6e fois, lorsqu'il avait décidé de ne plus donner trop d'importance au baccalauréat, oui. Cette fois qu'il a eu le baccalauréat. Parfois, quand on est trop intelligent aussi, c'est un problème. Oui, ça, je l'ai découvert récemment. Beaucoup de gens intelligents ne réussissent pas. Je l'ai découvert vraiment récemment. J'ai réalisé que sur des projets où en tant que chef de projet, je voudrais former des équipes. Il y a des personnes super intelligentes que je n'arrive pas à intégrer dans l'équipe parce que souvent, c'est un peu trop au-delà de ce que le terrain me demande. Voilà.
C'est très compliqué. Parce que souvent, elle pousse trop au perfectionnisme et ça ralentit toute l'équipe. Merci. Parce qu'elle n'est pas au même niveau d'intelligence. Elle fait cette petite attention-là au niveau de chaque détail, sur chaque projet, sur chaque step, sur chaque action. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, il y a des terrains où, en fait, les clients ne demandent pas grand-chose. Mais juste que vous mettez simplement en exécution le fait que A, B et C vous mèneront jusqu'à Z. Simplement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et il faut l'accepter aussi, en fait. Il faut l'accepter. Et je me rends compte que souvent, on essaie trop de recréer la roue pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est ça. La vie est simple. Et la simplicité est synonyme de grandeur. La plupart des personnes qui vivent simplement découvrent la beauté de la vie. Vous voyez? Et je te l'ai dit, tu es un homme simple, mais très, très, très élégant dans ta simplicité. Au fait, ceux qui se compliquent la vie tuent la beauté naturelle que Dieu leur a donnée. Voilà pourquoi j'ai un peu mal pour nos sœurs, vous voyez, qui, dans la quête de leur personnalité, mettent trop d'artifices sur ce qu'elles sont. Elles sont belles naturellement. La femme africaine est belle naturellement. Et tant que vous ne croyez pas en votre beauté, vous serez toujours en train de chercher des artifices pour créer la beauté qui en réalité est une laideur qui ne dit pas son nom. Et ça aussi, c'est de l'estime de soi, c'est de la confiance en soi, c'est de l'affirmation de soi. Tant que l'Africain, le jeune Africain, la jeune Africaine ne croit pas qu'elle est belle telle qu'elle est, avec la couleur de la peau qu'elle a, elle peut être la plus grande chef d'entreprise, elle ne peut pas prospérer. Parce que chaque fois qu'elle va recruter une autre fille plus belle qu'elle, elle se sentira mal à l'aise. On a vu ça en entreprise. Il y a des gens qui sont plus diplômés, plus intelligents, avec beaucoup plus d'années d'expérience que vous, mais dès que vous rentrez dans la boîte, vous devenez un problème pour eux, alors que vous les admirez. C'est un problème d'estime et de connaissance de soi. Je vois. Il y a des gens qui ont plus de valeur que vous, mais en se regardant, ils voient plus votre valeur que leur propre valeur. Ça, c'est lorsqu'on ne croit pas en soi. Et moi, je voudrais inviter tous les professionnels d'entreprise de laisser les jeunes tranquilles. Si un jeune est bon, laissez-le tranquille. Parce que c'est un travail que les gens font. Avant d'atteindre un certain niveau de connaissance, de compétence, c'est un travail. Il y a un prix à payer. Alors, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, mais faites-le professionnellement. Allez vous former et devenez excellent. Voilà. J'ai mal au cœur lorsque on est prêt à aller au village pour anéantir un collègue. Et tout ça, c'est dans la connaissance de soi. Oui. Parce que quand un FI sait qui il est, il n'a même pas peur de la concurrence. Bien sûr. Quelqu'un peut vous voler votre idée de projet, mais ne peut pas vous voler votre projet. On peut vous voler une idée. Oui. Il va voler l'idée, il ne pourra pas développer l'idée comme vous. Voilà pourquoi, plus vous donnez l'opportunité aux jeunes d'évoluer, vous vous sentez dans l'obligation d'aller encore 2 fois plus haut. Mais si vous restez là à envier les plus jeunes qui sont brillants, qui montent en puissance, mais vous restez limité dans votre croissance. Vous voyez? Donc, moi, dans mon parcours, j'ai sorti finalement une autre philosophie de vie qui me dit vivre et laisser vivre. Vivez et laissez vivre les autres. On n'a qu'une seule vie pour vivre. Alors, pourquoi en vouloir aux autres? Profitez simplement de votre vie. C'est un appel à tous ceux qui vivent par procuration, tous ceux qui vivent à travers la vie des autres. Arrêtez de vivre à travers la vie des autres. Vous avez une vie magnifique, qu'il faut juste l'alimenter. C'est comme votre compteur est disjoncté, et vous voyez que chez le voisin, il y a de la lumière. Ça n'a rien à voir avec la sûreté. C'est votre disjoncteur. Remontez-le simplement. Il faut réparer. Vous voyez? Oui. Et je dis, beaucoup de personnes ont éteint leur lumière et s'éclairent de la lumière des autres en pensant qu'elles n'ont pas de lumière. Il faut simplement rallumer la lumière. On a tous une lumière. On a tous une lumière. Et je dis, en réalité, il ne devait même pas avoir d'envie ni de jalousie. Parce qu'on est tous dotés de quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut chercher. Il faut chercher. Il faut trouver. Quand je cherche, quand je trouve, je sais qui je suis. Mais comment trouver ça? Comment se lancer dans cette quête? Alors, la quête de soi, c'est d'abord un travail à plusieurs dimensions. Il faut d'abord vouloir savoir qui on est. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent qui ils sont. À travers le nom de famille, on pense qu'on sait qui on est. Non. Le nom de famille ne définit pas qui vous êtes. Ça vous établit un lien d'affiliation. Un lien de filiation. Mais ça ne dit pas qui est EFI. Parce que même dans votre famille, vous êtes différents.
Bien sûr. Et vous avez une mission différente. Voilà pourquoi dans chaque famille, chacun a une mission différente. Donc je ne me définis pas par rapport à mon nom de famille simplement. Le nom de famille est un élément qui vient en plus dans la connaissance, la quête de ma personne. Mais ce que je suis vraiment, je dois aller le chercher moi-même. Je vais poser la question à ma mère. Maman, quand tu étais enceinte de moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a des gens, leur histoire a commencé avant leur naissance. C'est l'histoire du premier coach que j'ai eu, qui est aux États-Unis aujourd'hui. C'est un multimillionnaire aux États-Unis. Il travaillait dans une banque. Très brillant, très jeune, près de 500 000 francs. Et un beau matin, il me dit, coach, j'ai envie de démissionner. Je dis, mais pourquoi tu veux démissionner? Il dit, je ne me sens pas. Je ne me sens pas dans ce que je fais. Je dis, mais un jeune Togolais, moins de 30 ans, près de 500 000 francs, avec une chérie à la maison, qu'est-ce que tu veux de plus de ta vie? Il dit, mais je ne suis pas épanoui. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je ne sais pas. C'est pour ça que je veux un coaching. C'est mon premier coaching. Et c'est sur la paroisse universitaire que j'ai commencé le coaching. Ah oui. À Saint-Jean? À Saint-Jean, parce que Saint-Jean, les gazons de Saint-Jean, c'est nous qui l'avons planté. Ah oui? Ah oui. Pendant qu'on construisait Saint-Jean, nous avons fait une colonie de vacances. Nous avons dormi à Saint-Jean, sous des moustiquaires, pendant environ 2 semaines. Ah. On aidait à la construction, c'est nous qui avons planté le gazon du jardin. Quand je retourne là-bas pour des activités, je dis, mais le monde la vie n'est rien. Nous avons fait une colonie là-bas, un camp chantier, disons. Un camp chantier, là-bas. Il n'y avait pas encore la clôture. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est là-bas, dans le même cadre, que j'ai reçu. Si quelqu'un me disait que j'allais recevoir mon premier coaché dans ce jardin-là, je n'allais pas croire. Et ce monsieur, lors des séances de coaching, je lui disais, on va aller à la découverte de toi. Ton nom, je le sais. Ton histoire, je la sais en partie. Mais il y a une partie de ton histoire que tu ne sais pas. Quand tu rentres à la maison, demande à ta mère quelle était ta vie avant ta vie. Il me dit, mais quoi, tu sais encore quoi ça? Je dis, mais demande à ta mère quelle était ta vie avant ta vie. Pendant qu'elle te portait, pendant les 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce qu'il y a une partie de notre vie qu'on ignore. En réalité, l'être humain est plus âgé que son âge. On devrait ajouter 9 mois de plus. Mais ces 9 mois, quelle est l'histoire qui est transportée dans ces 9 mois? Ah oui. Et curieusement, il pose la question à sa mère. Et sa mère lui dit, mais pourquoi cette question? Tu ne m'as jamais demandé ça depuis que tu es né. Pourquoi aujourd'hui, tu voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais enceinte de toi? Et la mère, elle baissa la tête. Elle dit, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, mais que je vais te dire puisque tu veux savoir. Tu sais, et avant de continuer l'histoire, le jeune homme me dit, quand je prends quelque chose, je le vends vite. Quand je prends une cravate, je le vends vite. Quand je prends un produit Aloes Vera, vite fait. Vite fait. Il était dans le marketing de réseau. Il dit, je ne comprends pas pourquoi mes aînés n'arrivent pas à vendre, mais moi, quand je prends quelque chose, je le vends. Un produit de 50 000, de 25 000, de 30 000 francs, je l'évacue très vite. Et quand je lui ai demandé de faire l'exercice, sa mère lui fait une révélation qui va changer sa vie. Elle lui dit, lorsque j'étais enceinte de toi, que j'allais te donner naissance, ton père n'était pas à la maison. Donc, les voisins appellent un taxi. Et dans le taxi qui m'amène à l'hôpital avec toi, nous arrivons dans la zone de... c'est Nukafu. Oui. Et il y avait tellement d'embouteillages sur la voie qu'on a décidé de passer par le marché. Erreur. Le marché était en plein, c'était un jour de marché. Et le taxi avait du mal à trouver son chemin. Il voulait prendre un raccourci. Et je vous dis, parfois, les raccourcis sont plus longs que les chemins principaux. Ceux qui veulent prendre les raccourcis de la vie pour réussir, là, parfois, le sacrifice est plus lourd à payer. Il faut suivre le droit chemin. Il faut faire des sacrifices, c'est vrai, mais suivre le droit chemin pour avancer. Et il s'aventure dans le marché, le taxi n'a plus de place pour circuler. Les pousse-pousse par-ci, les vendeuses de tomates par-là, pipi, avec les bruits du marché, comme vous le savez. Et à un moment donné, l'enfant commence à donner des coups de pied. L'enfant commence à sortir dans le taxi, en plein marché. Et sa mère lui dit, je ne te l'ai jamais dit, mais tu es né au marché. Dans le taxi qui m'a mené à l'hôpital. Et c'est les femmes du marché qui ont sorti leur pagne. Que même le taximan a fui. Parce qu'il n'avait jamais assisté à un accouchement. Il voit une femme enceinte qui est en train de donner naissance dans son taxi. Impossible. Et c'est les femmes du marché qui sont venues, qui l'ont aidé à sortir.
Et elle lui dit, au fait, tu es né en plein marché. Et les premières femmes qui t'ont touché sont des commerçantes. Et je lui ai dit, voilà pourquoi tout ce que tu prends, ça marche. Tu es commerçant à la base. Ton histoire a commencé en plein marché. Et je vous assure, quand il a appris cette histoire, il n'est plus devenu la même. Aujourd'hui, il vend. Et il dit, c'est la meilleure activité, vendre. Après, je vais vous montrer, après le podcast, je vais vous montrer sa photo. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il s'est fait appeler l'entrepreneur. Il est aux États-Unis, il a construit, il a acheté une maison avec piscine, et ainsi de suite. Il voyage partout dans le monde. C'est le seul noir, en tout cas le plus haut gradé dans le marketing des réseaux aux États-Unis. Ah oui? Ah oui. Et quand il raconte son histoire, j'ai les larmes aux yeux. J'ai dit, voilà. Le jeune banquier qui se cherchait, qui estimait que les 500 000 francs n'étaient pas assez suffisants pour lui, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'il a été à la découverte de lui, il a compris qu'à la base, il est commerçant, que c'est le sang qui circule dans ses veines. Donc, la découverte de toi ou de ta personne va te permettre de te remettre très vite sur le chemin. Ça peut être sur les rails, ça peut être par avion, mais tu verras que ta vie ira 2 fois plus vite. Parce que tu seras dans le bon couloir, tu seras sur la bonne voie. Voilà comment ce jeune homme a découvert qui il était, comment est-ce qu'il est né, et aujourd'hui, il ne fait que vendre partout dans le monde. Il est dans le marketing des réseaux. Ça t'arrive de faire des accompagnements pour des personnes, des particuliers qui voudraient aller à la recherche de soi, de se connaître beaucoup plus en profondeur et de faire vraiment une étude beaucoup plus poussée sur leur moi intérieur? Bien sûr, c'est ce que je fais au quotidien. Les gens qui viennent à la découverte de leur personne. Et il faut être prêt à entendre des révélations. Oui. Il faut être prêt à entendre des révélations. Quelle est la révélation qui t'a le plus choqué peut-être? La révélation qui m'a le plus choqué, il y en a plusieurs. Ça peut être peut-être la mienne. J'ai découvert que j'étais suivi par le chiffre 7. 7? J'ai découvert ça. Dans la quête de ma personne, j'ai découvert, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais je suis né en 77. Ok. D'accord? Oui. Et puis j'ai compris que j'étais un peu perfectionniste. J'avais posé la question à un aîné qui m'a dit, mais vous les 7, vraiment, c'est toujours vous voulez que tout soit carré, pas d'erreur, ainsi de suite. J'ai dit, mais c'est encore quoi? Et une fois, lorsque j'ai grandi, je prends mon numéro de téléphone, le 90 24 17 10. Et je vois qu'il n'y a qu'un 7. J'ai dit, mais bon, on dit 7 que je suis suivi par le chiffre 7, mais c'est quoi en réalité? Et un soir, couché dans mon lit, je fais une découverte. Quand vous allez découvrir qui vous êtes, la nature va vous faire beaucoup de révélations sur votre identité vraie. Je me rends compte que dans mon numéro 90 24 17 10, pour ceux qui veulent me contacter à la fin du podcast aussi, et vous voyez, avant c'était le 924, avant que les chiffres ne changent, avant que les numéros ne changent. Oui. C'était le 924. Quand vous prenez le 24, moins 7, ça fait 17. 17 moins 7, ça fait 10. Donc mon numéro, le 7 était caché dans mon numéro. 90, c'est-à-dire le 924. Le 24, quand on le prenait, moins 7, ça fait 17, qui fait partie de mon numéro. 17 moins 7, ça fait 10. J'ai dit, mais attends. Donc, ce qu'on est en vérité est caché. Le deuxième constat que je fais, j'ai un ami qui m'appelle un jour qui me dit, Luc, écoute, j'ai acheté plusieurs numéros, mais j'ai un numéro Move. D'accord? J'ai un numéro Move. Et je pense que c'est pour toi parce que moi, j'en ai déjà un que je viens de choisir. Je dis, d'accord, je passe le prendre. Et mon numéro Move, pour ceux qui voudraient me contacter aussi à la fin du podcast, c'est le 98 47 47 47. Je ne l'ai jamais demandé à mon ami. Quand il me donne le numéro, quand je constate, je dis, mais pourquoi encore les 7? Ah ça? Je vais avec mon véhicule à l'immatriculation. À la fin de mon numéro, c'est le 77. Je suis en plein cours de développement personnel à l'ESI Global Success. C'est une université où j'ai enseigné, où je parlais un peu du développement personnel, des méthodes d'intégration en organisation. Je parlais un peu de la connaissance de soi. Et je leur dis, voilà comment j'ai découvert que le chiffre 7 me suivait. Et il y a un étudiant qui dit, mais monsieur, est-ce que vous savez que nous sommes le 7 juillet? Ah oui. Je dis, 7 juillet, comment? Et effectivement, je regarde, on était le 7 juillet 2017. Il était 7h17.
Oh. Toute la classe, les gens commençaient à applaudir. Je me dis, mais vous voyez, je vous l'ai dit, mais c'est pas moi qui vous ai parlé de l'heure, ni du jour. C'est sérieux? C'est un élève qui l'a révélé. Et bouquet final dans le fond de la salle, il y a une étudiante qui lève la main, qui dit, mais monsieur Luc, c'est extraordinaire. Regardez votre PowerPoint, vos slides. On est sur le 17e slide. Sérieux? Sérieux ce que je vous dis, les filles. Sérieux ce que je vous dis. Sérieux ce que je vous dis. Et il m'arrivait des moments où je ne voyais que 7h07, 17h17. Les heures miroirs, comme les heures miroirs. Vous voyez un peu? Et j'ai compris que peut-être qu'il y a une partie de mon histoire qui est cachée derrière. Voilà pourquoi parfois, quand je tombe sur un jour qui porte le chiffre 7, ça c'est les secrets que je révèle. Hein? Oui. Parce que chacun de nous a un secret sur la connaissance de sa personne. Pour toi, ça peut être une autre chose. Vous voyez? Et il y a un de mes frères, celui que je suis directement, qui est ingénieur génie civil, qui m'a dit, en réalité, tout ce que nous vivons se répète. Chaque mois, essaie de voir ce qui se passe dans ton mois et tu vas voir. J'ai dit, ah bon, c'est encore quoi ça? Parce que lui aussi, il est très spirituel. Je salue au passage Nicolas, mon frère. Et le 3 janvier, quelque chose se passe. Une chose positive. Et il me dit, Luc, j'ai eu telle bonne nouvelle le 3 janvier. Le 3 février, je vais t'appeler. Le 3 février, il m'appelle, il y a une autre bonne nouvelle. Le 3 mars, durant toute une année, c'était que les 3. L'année qui suit, ça change. Hein. Il faut découvrir, au fait. Au fait, c'est un mystère. Et quand j'ai commencé à faire le même exercice, je me suis rendu compte qu'il y a une date à laquelle il n'y a que de bonnes nouvelles. Mais vous devez avoir un cahier pour noter, pour la connaissance de soi. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie à cette période de l'année, à cette période de la journée. Et puis, tu seras étonné de découvrir des choses magnifiques sur ta vie. Mais ça ne rejoint pas un peu l'astrologie, ça? Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. L'astrologie, ça existe, c'est des choses qui existent avant l'astrologie. Ce n'est pas que le chiffre. Je ne parle pas que du chiffre. D'accord? Moi, aujourd'hui, dans la connaissance de ma personne, aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau où je m'écoute. Vous allez voir, si vous écoutez, vous allez être en relation avec la nature. La nature va vous faire des révélations. Je vais vous donner un exemple. Un ami rentre des États-Unis. Et il me dit, Luc, je suis au pays, j'aimerais qu'on se rencontre. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Hein. Et la dimension de l'homme est plus grande, plus puissante que l'astrologie. C'est la connaissance de soi. Maintenant, si certains l'appellent l'astrologie, ça, c'est leur problème. D'accord. Mais, je dis, ok, je viens, dès que j'arrive dans ton quartier, je t'appelle. J'arrive dans le quartier, et quelque chose me dit de garer, de serrer la voiture. Je voulais serrer à un endroit un peu plus loin, mais j'entendais la voix qui me disait, serre, et puis il appelle. Donc je serre, et je lance l'appel. Je dis, mais Jacques, tu sais, je suis dans le quartier, dis-moi exactement où est-ce que je te trouve. Il dit, ah bon, tu es où exactement? Et je vois la personne qui sort en débardeur. C'est-à-dire que j'ai garé devant sa porte. J'ai garé la voiture devant sa porte sans savoir que c'est là-bas que j'allais. La vie. Hein. Et je le vois, il sort et il me dit, dis-moi, tu es où exactement? J'ai dit, attends, tu es en blanc? Il me dit, oui. Tu es en débardeur? Oui. Et puis je commence à sourire. Il dit, mais comment, toi, tu es où? Et tu me vois. Je dis, je suis devant ta porte. Et il sort et dit, mais toi, tu es un sorcier. Au fait, je me suis simplement écouté. La nature fait des révélations pas possibles. Voilà pourquoi les femmes ont cette intuition. Le 6e sens, les femmes l'ont naturellement. Nous, les hommes, on doit le travailler. Les femmes ont le 6e sens naturellement. Les femmes qui sont en harmonie avec elles-mêmes seront plus intuitives. Mais nous, les hommes, on a un travail de découverte de soi qu'on doit faire pour mieux s'écouter. Et quand vous vous écoutez, vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez appeler quelqu'un qui devait vous appeler. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Je pense à Effie, dès que je l'appelle, c'est des appels croisés. Oui. Il me dit, mais Luc, c'est pas possible. J'étais en train de lancer l'appel. C'est ça. Je dis, mais... Et en ce moment précis, tu t'es écouté. Tu étais en harmonie avec toi. Parfois, on entend des voix qui nous disent, ah, va voir maman. Ou bien appelle ton frère. Tu ne sais même pas pour quelle raison. Et quand tu le fais, tu te rends compte que ça correspond à quelque chose. Moi, je suis sorti du boulot, je rentre à la maison, je n'aime pas manger à pain, la cassa. Et ce jour-là, je sors du boulot, quelque chose me dit, à pain. Je dis, mais à pain, ben, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Mais comme j'aime m'écouter, je fais l'expérience, en passant vers le marché d'Agoué à Siyeye, je vois une bonne dame avec une femme un peu âgée, avec un enfant en bas âge, couverte. C'est une femme qui est couverte.
Et puis, elle est au bord de sa marchandise vers 20h, 20h30. Donc, je serre la voiture et j'appelle la dame. Je demande si c'est pour aujourd'hui. Elle me dit oui, c'est pour aujourd'hui. J'ai dit, j'aimerais en prendre pour, je ne sais plus, pour 200. Elle dit d'accord. Mais je n'avais que 2000 francs. Donc, je lui tends l'argent. Et quand elle prend l'argent, une voix me dit, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta monnaie. Je me dis, mais ce n'est pas ma monnaie. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ma monnaie, comment, dans quel sens? Ce n'est pas ma monnaie, ce n'est pas ta monnaie, ce n'est pas ta monnaie. Donc la dame me tend mon produit et la monnaie, je lui dis, madame, ce n'est pas ma monnaie, que c'est pour vous. Elle dit, mais non, vous m'avez donné 2000 francs. Je dis, oui, je sais, mais ça, ce n'est pas mon argent. Franchement, je ne sais pas ce que je fais ici. Et tu lui as remis... Je lui ai remis ces 1800. Quand je lui remets l'argent, la dame me regarde avec des larmes dans les yeux. Elle descend sur ses genoux. Elle commence par pleurer. Elle tient la voiture. Elle dit, c'est impossible. Je dis, mais madame, maman, qu'est-ce qui est impossible? Elle dit, non, c'est incroyable. Qu'elle a demandé à Dieu 1800 francs. Avant de rentrer à la maison, elle a un problème de 1800 francs à régler cette nuit-là. Mais elle n'avait rien vendu depuis le matin. Et fille, ce que je te dis, c'est très profond. Au fait, je ne comprenais pas pourquoi je laissais les 1800. C'est sa réaction et ses explications qui m'ont expliqué. Parfois, Dieu nous pousse à faire, à poser des actes, mais nous ne les comprenons pas. J'ai vraiment l'impression que le hasard n'existe pas. Le hasard n'a jamais existé. C'est parce que les gens, les langues ne se délient pas pour vous dire. Et puis si tu savais que les 500 francs que tu m'as donnés m'ont sauvé à la maison hier, les gens ne le disent pas. S'ils vous le disaient, vous comprendrez le sens des dons que vous avez faits sans comprendre pourquoi vous les faites. Mais tu n'es pas un peu trop superstitieux aussi? Non, moi je ne suis pas superstitieux. Ok. Pas du tout. Moi j'ai ma foi en Dieu, mais je m'écoute beaucoup. Parce que j'estime que, en réalité, nous avons une connexion directe avec la nature et avec Dieu. Et plus nous nous écoutons, plus nous allons poser les actes qu'il faut poser au moment où il faut les poser. Et ça, c'est de la connaissance de soi. Il y a des choses que vous savez que vous devez faire, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous devez les faire. Mais quand vous les faites sans réfléchir, et j'ai dit une fois dans ma vidéo sur TikTok, j'ai dit Dieu n'a pas besoin d'être raisonnable. Dieu n'est pas raisonnable. C'est nous qui sommes raisonnables. Dieu n'est pas raisonnable. C'est-à-dire, nous voulons tout comprendre par notre raison, alors que Dieu, il agit parce qu'il est Dieu. Il y a des actes que vous allez poser en 2010 qui vont vous sauver la vie en 2030. Ah oui. Ce n'est pas sur le champ, mais c'est plus tard que vous allez champ. réaliser. Vous allez comprendre, mais donc ce que j'ai fait. Une fois, j'étais avec mon électricien, on allait acheter un câble. Et arrivé à un rond-point de l'Omégan, vous voyez la voie de l'Omégan qui va vers Djolé. Oui. Il y a un grand carrefour là. Je vois beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés par la police. Certains parce qu'ils n'ont pas porté de casque, d'autres, la moto n'a pas de plaque d'immatriculation, et ainsi de suite. Ils étaient une dizaine. Donc quand je vois les soldats, et il était environ 14h30, certains allaient au boulot quand ils ont été pris. Et je descends de la voiture dans une pagaille, dans une blague, je dis aux soldats, mais chef, vous avez bloqué le pays comme ça. En retenant ces jeunes ici, c'est tout le pays qui est bloqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il me dit, oh vraiment, les jeunes sont inconscients. Comment on peut conduire sans casque? Et dans nos échanges, j'ai sorti juste un billet de 10 000 francs. J'ai dit, mais écoutez, prenez ça juste pour boire de l'eau, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez libérer les jeunes là? Il était tellement fier, le soldat. Il dit, ah, voilà un citoyen au moins qui reconnaît notre travail. J'entre dans la boutique. Le temps de sortie, il n'y avait plus de motos, plus de jeunes. Wow. Il avait libéré tout le monde. Problème résolu. Oui, problème résolu, mais je ne connaissais personne d'entre eux. Parce qu'il y avait une distance qui nous séparait. Je ne pouvais même pas reconnaître les visages. 6 mois plus tard, coup de tonnerre, je vais à un entretien pour un poste. Nous sommes environ une trentaine. Depuis 7h du matin, nous faisons les présélections, les sélections, ainsi de suite. Et le soir, on est resté 2 derniers candidats. Et pendant le dernier entretien, il y a la directrice ressources humaines et puis les collaborateurs. Oui. Et le directeur. Et lorsqu'on finit de m'interroger, la directrice ressources humaines demande à ses collaborateurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce candidat? Et il y a un qui lève la main. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Oui. Il dit, madame, je n'ai rien à dire à ce candidat, mais j'ai quelque chose à vous dire.
que si vous devez retenir quelqu'un aujourd'hui, retenez ce monsieur. Je dis, mais le gars là, son visage ne me dit rien, je ne le connais pas du tout. Et la dame dit, mais John, c'est rare que tu dises des choses comme ça devant un candidat. Pourquoi tu le dis? Elle dit, madame, il y a 6 mois, que je ne vais jamais oublier son visage, il y a 6 mois, vous m'aviez envoyé aller rencontrer un client très très important pour nous. Mais je ne vous l'ai pas dit aussi, j'ai été arrêté parce que je n'avais pas pris de casque. Là au Carrefour ici. C'est ce monsieur qui est venu parler, je me rappelle bien de son visage, qui est venu parler aux soldats, il leur a remis un billet, et juste après son départ, on nous a libérés. Je ne vais jamais oublier ce visage. Monsieur, madame, si ce monsieur peut aider des gens qui ne connaissent pas, Wow. ce n'est pas une grâce pour nous de l'avoir dans notre boîte. Vous savez, souvent on parle de la chair de poule. Moi, j'ai eu la chair de coq. Le jour-là, J'ai eu la chair de coq. Vous avez déjà expérimenté la chair de coq? non. C'est l'autre dimension de la chair de Encore poule. dans la chair de poule. C'est l'autre dimension de la chair de poule. Ça voudrait dire qu'il y a des actes que nous posons aujourd'hui. Nous ne savons pas pourquoi nous les posons, mais nous les posons parce que la nature exige qu'on les pose pour semer, pour récolter, par exemple, dans des années après ce que nous avons, ce que la nature a prévu pour nous. Vous voyez un peu? Donc, ce jour-là, si je voulais faire des calculs, parce que je disais que Dieu n'est pas raisonnable, si je voulais faire les calculs, je dirais, mais pourquoi donner 10 000 francs pour des gens que je ne connais pas? Et puis, bon, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais c'était spontané. Il y a des actes spontanés qui ne viennent pas de vous. Ne résistez pas. Ne cherchez même pas à comprendre pourquoi vous les posez. Surtout quand vous avez les moyens Juste de le faire. fais-le. Juste faites-le. Et puis après, vous aurez l'explication. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que tôt ou tard, vous aurez l'explication. Parfois, c'est 50 ans après, c'est 30 ans après, c'est 6 mois après, ou c'est 2 mois après. Mais la découverte de soi, la connaissance de soi va vous libérer totalement. J'ai eu un même retour aussi récemment où sur TikTok, il y a un jeune qui a apporté un témoignage en disant qu'il y a de cela pratiquement près de 10 ans en arrière. J'étais à American Corner sur le campus et il avait eu des petites questions sur le sujet du business en ligne, comment ça marche, etc. Et je l'avais un peu guidé lors d'une conférence que j'ai eu à animer sur le campus à American Corner. Et un peu comment est-ce que ça marche, l'environnement du business en ligne, les différents modèles qu'il peut y avoir, tout ça. Et aujourd'hui, je le vois fonctionner, démarrer de fou sur TikTok. Et il me portait hommage en parlant de moi et de moi. Je pense que j'ai vu passer la vidéo. J'étais éberlué. Ouais. J'ai reçu la vidéo de près de 6 personnes différentes. Un beau matin, je me suis réveillé. 6 personnes m'envoient le même lien. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Et je vais cliquer sur le lien et je suis tout le storytelling qu'il a fait sur la vidéo jusqu'à ce qu'il parle de moi. J'étais vraiment étonné parce que moi, j'avais oublié ce visage-là. Je me rappelais presque pas. C'est ça. Mais ça m'a un peu choqué. Ça rejoint exactement ce que tu dis, en fait. Bien sûr. Tu étais en harmonie avec toi. Et l'acte que tu as posé, c'était pour lui, au fait. Parfois, nous animons des conférences, grand public, mais le message est délivré qu'à 2 personnes. Ah oui. C'est une conférence de près de 1000 personnes. Oui, par bien exemple. sûr, bien sûr. Donc, si c'est 2 personnes pour toi, ça te va déjà. Bien sûr, parce que parfois, le reste, c'est du folklore. Oui, Dieu peut habiller... Vous voyez ce cadre que vous avez créé? Oui. Dieu peut avoir validé cela juste parce que vous devez rencontrer une seule personne. Ok. Mais il a mis tout ce matériel. Vous avez acheté cher, Oui. à l'extérieur du pays. Tout ce qu'il faut comme équipe autour de vous, c'est le folklore. Le seul objectif, c'est de rencontrer une personne. Peut-être que c'est demain. Peut-être que c'est dans 2 mois, dans 3 mois. C'est simplement à cause de cette personne que Dieu a créé ce folklore. Voilà pourquoi, en réalité, il ne faut pas regarder tout ce qu'on a autour de nous. Il faut regarder ce qui est magnifique, ce qui est waouh. Dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est waouh? Et tu verras que ce waouh-là, en réalité, c'est la raison pour laquelle ce cadre est créé. Le reste, ce n'est que du folklore. Ça reste la mission, peut-être. Merci. Ça reste la mission. Il y a des gens à qui vous parlez, vous changez leur vie totalement. Et si demain vous décidez de ne pas aller à Kara, alors que vous devriez aller à Kara, il y a peut-être une mission que vous avez ratée à Kara. Il y a un jeune que vous devez rencontrer sur le chemin ou dans le bus, à qui vous devez dire 2 mots qui devaient changer toute sa vie. Ah oui. Dans le bus, place 12, c'était votre place en cette heure-là. Mais vous ne vous êtes pas écouté. Peut-être juste envie de rester dans son lit, juste par procrastination, on a raté un rendez-vous de vie.
Tu me rappelles un peu l'anecdote du passager de Air India du siège 11A. Là, 11A, effectivement. Alors que ce siège, c'est un siège qui porte malheur pour beaucoup, selon les dires. Mais c'est assez impressionnant quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait pu se sauver et être le seul survivant d'un crash de la sorte. C'est quand même assez impressionnant. Avec autant de violence. Est-ce qu'il fallait qu'il soit, au fait, la personne du siège 11A ce jour-là? C'était ça la question, en fait. Peut-être que quelqu'un a refusé de lui céder sa vraie place. Oui, j'ai aussi vu justement qu'il y a quelqu'un qui devait prendre l'avion le jour-là et qui a été en retard grâce au trafic. Voilà. Qu'il y a eu le jour-là. Voilà. Moi, je prenais le bus pour Cara, pour aller enseigner à l'université de Cara. Et quand je suis monté dans le bus, quelqu'un avait déjà pris ma place. Et donc, l'un des convoyeurs qui me dit, mais monsieur, désolé, quelqu'un est assis. Et il voulait lever la personne. Je dis, mais non. Et puis, c'est une personne un peu d'un certain âge. Non, c'est pas la peine. Moi, je vais rester de l'autre côté. Il y a encore de la place de toute façon. Il ne faut pas rester enfermé. Vous voyez, lorsqu'on est bloqué dans notre manière de voir le monde, on rate beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Je change de place et je fais une très belle rencontre. Je rencontre un gars qui pense comme moi, qui parle comme moi, qui a la même vision. On parle de la vie. C'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait en 2025. J'étais au siège, sur le siège qu'il me fallait, avec la personne qu'il fallait. Au fait, j'ai fait le voyage, je n'ai même pas senti les 7 heures de voyage. J'aurais pu être dans le siège qui m'était destiné sur le ticket, que mon voyage ne serait pas pareil. Vous voyez un peu? Donc cela voudrait dire qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut avoir une certaine capacité à accueillir la vie aussi telle qu'elle vient. À positiver. À positiver. Surtout, c'est ça le mot. Positiver. Quand vous positivez, au fait, tout ce qui vous est destiné vous rejoint. Tout ce qui vous est destiné vous rejoint. Parce que simplement, vous avez positivé. Et je vais vous donner un autre secret sur la vie. La vie adore les gens qui paniquent. Dans quel sens? La vie adore les gens qui paniquent parce que ce sont ces gens-là qui donnent à la vie un autre sens. C'est-à-dire, quand tu paniques trop, la vie t'aime. Elle t'envoie des événements qui te font paniquer vite. Tout simplement. Hein? Parfois, tu ne te rends pas compte que sans ça, la vie continue. Oui. C'est quand même assez ahurissant quand même parce qu'on ne se rend pas compte des petits bonheurs, comme tu l'as dit dès le début. Et au fil du temps, quand tu relativises, tu apprends l'art de la reconnaissance, de la gratification, c'est ça? Oui. C'est un nom là, de la... Quoi, la gratitude? La gratitude. La gratitude. L'art de la gratitude. De la gratitude, bien sûr. Ça te rapporte encore 10 fois plus que ce que tu avais. Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Au fait, quand tu sais dire merci, ça ouvre les portes. Tu dis merci pour ce que j'ai. C'est un gros mot, ça. C'est un gros mot. Tu reconnais ce que tu as, je vais t'en donner plus. Tu n'as encore rien vu. C'est dans la Bible d'ailleurs. Ah oui, tu me dis merci pour ça. Pour ça. Voilà pourquoi il faut dire merci et puis il faut être dans la gratitude. Les Américains disent to give back. To give back. Ils aiment redonner à la société ce que la société leur a donné. Bien sûr, oui. Vous allez voir, ils font beaucoup de cadeaux. Ils donnent. Parce que j'ai reçu ça, $1000, j'ai envie de donner $200 à quelqu'un. Parce que je pense que je ne méritais pas les $1000. Si je les ai eus, pourquoi ne pas partager avec un sans-abri? Et la plupart des gens qui donnent au titre de la gratitude ne manqueront jamais de rien. Parce que c'est une fontaine qu'on crée. Lorsque je donne. Moi, je sortais d'une université où j'ai fini mon cours et je vais au secrétariat. Je vois une de mes étudiantes gabonaises qui ne parle pas souvent en classe. Assise timidement. Le métier de coach m'a permis de lire un peu dans les gens. Donc quand j'ai vu son visage, j'ai vu son aspect, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je lui pose la question simple. Comment ça va? Et de façon spontanée, sans réfléchir, elle me dit, ça ne va pas. Et puis elle sourit. Elle dit, non monsieur, ça va. J'ai compris que c'était faux. Le vrai message était passé. Ça ne va pas. Mais pour se rattraper, elle dit, non monsieur, je plaisante, ça va. Moi, je savais que ça n'allait pas. Parce que c'est une étudiante qui ne parle pas d'habitude. Et donc, je finis de discuter avec la secrétaire. Dès que la secrétaire se retourne pour prendre un dossier
dans l'armoire là-bas. Moi, j'avais de l'argent sur moi. J'avais, je crois, 20 000 francs. Donc, je sors 10 000 francs, que je fasse comme ça, et je salue la fille. Je dis, bon, ok, bon courage, hein, ça va aller. Donc, quand elle a tenu ça, elle a senti qu'il y avait quelque chose. Elle n'a pas ouvert, comme la sécurité était là. Elle a tenu, elle m'a fait un sourire qui m'a... Ouh, la paix profonde. Il y a des gens qui sont chargés de paix intérieure. Juste un regard, on te transmet la paix que tu cherches depuis. C'est-à-dire son regard, hein, tu as l'impression qu'elle a rencontré un ange qui a écouté ses prières. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'étais rempli à bloc. Et je sors à la porte de l'université privée, je reçois un coup de fil. C'est vous, monsieur Agutoro? J'ai dit oui. Elle me dit, vous avez déposé un dossier pour tel projet? J'ai dit oui, mais ça fait 6 mois. Elle dit oui, nous étions en train de travailler là-dessus, mais finalement, c'est vous qui êtes retenu. Est-ce que vous pouvez passer d'ici 2 heures de temps? Mais je vous assure, je ne veux pas vous dire c'était quel montant. Mais ça n'avait rien à voir avec les 10 000 francs que j'avais donnés. Et tout de suite, il y a une réflexion qui m'est venue. Je me suis dit, mais attends, c'est cette dame-là, cette jeune fille à qui j'ai remis les 10 000 francs. C'est elle qui m'a fait ça. Donc je retourne et je lui dis, mais mademoiselle, venez. Donc toi, je te remets juste 10 000 francs. Et tu m'ouvres des portes comme ça. À peine je sors de l'université, je reçois un coup de fil comme ça. Elle dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Je dis, mais à peine je te donne 10 000 francs, tu me multiplies ça par combien? Elle dit, ah bon, monsieur? Et je dis, tu veux quoi encore? Dis-moi. Juste pour taquiner, je dis, tu veux quoi encore? C'est la poule aux œufs d'or. C'est la poule aux œufs d'or. Et le message qui me revient, c'est que, au fait, il y a des actes que nous posons qui débloquent certaines situations bloquées de notre vie. Et je me suis rendu compte que peut-être qu'au moment où je lui donnais les 10 000 francs, le bureau était en délibération sur les dossiers. Ok. Et il fallait choisir un des dossiers à qui il fallait accorder le marché. Et ton acte a débloqué. Mon acte a débloqué. Parce que quand quelqu'un dit, oh Seigneur, s'il te plaît, protège Effie, ouvre des portes. L'art de la parole. L'art de la parole. Parce que la personne, vous savez, c'est celui qui parle avec son cœur. Celui qui parle avec son cœur est en totale communication directe avec Dieu. Surtout une personne à qui vous avez fait du bien, un bien inattendu, mais qui sauve la vie. Quand cette personne ouvre la bouche pour dire, Seigneur, ouvre les portes à Effie toute sa vie, c'est lourd de conséquences. Au fait, tu ne pourras pas supporter les conséquences positives de ton acte. Tu vas te dire, mais comment je fais pour bénéficier de ça? La grâce viendra de partout, l'abondance viendra de partout. Tu te dis, mais je ne mérite pas ça. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Les marchés viendront de partout, les gens t'appelleront de partout. C'est pour ça qu'on demande généralement à nos parents de prophétiser sur nous aussi. Mais bien sûr. Parce que vraiment, la parole, elle est très puissante. Très puissante. Et quand elle vient surtout des géniteurs ou bien des aînés, des parents, des frères, des sœurs, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. De ta femme, de ton homme, peu importe. Bien sûr. C'est puissant, en fait. C'est très puissant. Parce qu'on est lié par quelque chose. On est lié par le sang. Et je dis, il y a des moments de la journée où les écluses du ciel sont ouvertes. Et il y a des personnes, quand elles prient pour vous, Dieu reçoit l'appel directement. C'est des personnes souvent insignifiantes. Hein. Oui. Insignifiantes. Ce n'est pas les riches. Hein. C'est un pauvre qui sourit. Et quand cette personne prie pour toi... Attention. Quand on dit laissez venir à moi les plus petits, c'est les plus petits de cœur. Ce n'est pas les plus petits de taille ni en âge. C'est les plus petits dans le cœur, les gens innocents, simples. Si quelqu'un comme ça prie pour toi, tu es sauvé. Souvent, on cherche la prière, la bénédiction ailleurs. Il y a des gens simples. Un simple balayeur de rue que tu vois, à qui tu donnes 2000 francs. Balayeur de rue, Dieu va balayer ton cœur. Donc, il y a des moments comme ça où il faut profiter. Il faut profiter de ces bénédictions-là. Surtout de ces personnes qui sont des anges parmi nous. Il y a des anges que Dieu a placés à des carrefours. Hein. Il y a des anges parmi nous. Vous ne voyez pas que la population évolue trop? Parfois, vous marchez quelque part, vous voyez qu'il y a trop de monde. Ce n'est pas tous des humains. Ce que je vous dis là, c'est une dimension spirituelle. On n'a pas tous des humains qui marchent dans la rue. Et on vit tous ensemble. On vit tous ensemble. Il y a des anges parmi nous. Et dans chaque famille aussi, il y a un ange. Bon, une fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit merci à ma famille. Et on me dit, mais pourquoi tu dis merci? Je dis, je suis très heureux que vous m'ayez accueilli. Je veux dire merci à chacun de mes frères qui a contribué à ce que je suis. Mais on ne prend pas la peine de dire merci à ses frères. On a l'impression qu'ils nous doivent tout. Oui, on n'a pas cette même reconnaissance-là. Appelle ta soeur, appelle ton frère aîné.
Dis-lui, je suis très heureux de t'avoir comme un frère. Oui. Grâce à toi, je suis celui que je suis parce que tu es un modèle pour moi. Il y a des gens qui ont besoin d'attendre ces paroles. Et j'ai dit souvent... Et ça débloque beaucoup de ça. Ça débloque. On est des économes de compliments. On économise trop les compliments. Alors que ça ne nous enlève rien du tout. Dis à telle personne, franchement, j'ai apprécié ta manière de régler ce problème. Tu es unique en ton genre. Vous avez sauvé sa journée. Madame, vous êtes belle, vous êtes très bien habillée. Vous ne prenez pas son numéro. Parce que souvent, on pense que tout ce qu'on fait est intéressé. Posez des actes désintéressés, vous allez... Et altruiste. Altruiste. Ouvrez le monde. Je pense que si on était assez généreux les uns envers les autres, oui, et on parlait avec notre cœur, le monde se sentirait mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, je suis très heureux de faire ta connaissance. C'est réciproque, hein? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a des années de cela, on n'aurait pas dit qu'on se serait connu. Oui. On se serait assis là. Si quelqu'un avait montré cette image 20 ans après, tu dirais, mais c'est qui ce monsieur? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble assis à se parler? C'est ça les connexions. On a une dimension. Il y a un jour dans ta vie où tu as demandé à Dieu de me rencontrer. Sans me rendre compte alors? Consciemment ou inconsciemment. Ok. Même ce rêve que tu fais, ce que tu réalises, ça a été un rêve conscient ou inconscient. Sans que je me rende compte. Sans que tu t'en rendes compte. Mais c'était tellement puissant que c'est venu à la réalité. C'est ça. Tout ce qui se réalise dans notre vie, ça dépend de l'intensité, de la puissance de l'émotion qui accompagne la demande. Vous voyez? Mais l'homme doit se connaître. Donc pour revenir à la découverte de soi, c'est un chemin obligatoire. Sinon, vous allez surfer dans ce monde sans savoir votre destinée. Et vous serez toujours en train d'accompagner les autres à se réaliser. Et comme ma mère le dit souvent, on n'est pas dans la vie tout simplement comme ça, comme une feuille morte dans l'air, etc. Impossible. Il faut partir à la connaissance de soi. Ouais. Il faut faire de l'introspection pour se connaître. C'est ça. Je vais en profiter déjà pour clôturer. Oui. Moi, je te dis merci. Merci à toi. Quel serait ton mot de fin à dire à tous ceux qui te suivent, à tous tes abonnés? Vas-y. Alors, mon mot de fin, c'est simplement de vous dire que la vie est belle malgré tout. On ne vit qu'une fois. Battez-vous pour faire en sorte que votre rêve se réalise. Et puis, ne soyez pas un bâton dans les roues de l'autre. Soyez toujours, pour les personnes autour de vous, un tremplin, une occasion de réussite. Éloignez-vous des personnes qui ne vous aiment pas trop, qui veulent vous détruire, sans les détruire aussi. Mais allez toujours vers les endroits où on vous aime plus, où on peut vous valoriser, où on peut vous aider à découvrir qui vous êtes. Parce que chacun de vous est un trésor pour l'humanité. Voilà le message que je voulais adresser. Et à toi qui m'accueille aujourd'hui, je voudrais te dire merci. Merci. Peut-être que tu n'apprécies pas la puissance de ce que tu fais à travers juste ce podcast. Il n'y a pas un instrument de mesure de l'impact que tu vas créer avec ça. Moi, j'anticipe et j'imagine ce que tu peux faire avec ça. C'est peut-être ta mission de vie qui a commencé, mais je te souhaite bonne chance sur ton chemin. Et si on peut être utile un jour, n'hésite pas à nous contacter. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions à poser à Luc, n'hésitez pas à poser juste en commentaire. De toute façon, il va parler juste en commentaire aussi avec son compte. Donc, vous pourriez le contacter. Si vous avez des questions ou s'il y a une partie qui vous a un peu touché ou marqué, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à nous dire qui est-ce que vous voudriez recevoir prochainement dans l'entrevue. Laissez un très gros pouce bleu, un cœur rouge et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Merci beaucoup.